Du coup, si tout le monde m'entend, on va pouvoir du coup commencer ce nouveau webinaire organisé par Néologie en partenariat avec Ipside. Enchanté, moi c'est Pierre Couturier, du coup je suis Startup Manager avec une spécialité marketing chez Néologie. Donc Néologie, pour rappel, c'est la technopole de Grand Poitiers. Elle possède trois grandes missions qui sont accompagnées, hébergées et animées. Et dans ce dernier cadre, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Adrien Bettencourt, du coup mandataire en brevet européen et responsable innovation chez Ipside, qui va nous présenter aujourd'hui webinaire et propriété intellectuelle, comment éviter les pièges dans votre stratégie de développement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, bon, sauf pour François, désolé. Et vos questions seront du coup bien sûr relayées à Adrien. On se gardera un petit quart d'heure à la fin pour toute question à voix haute. Et on va vous demander du coup dans cette attente de plutôt de couper vos micros pour pas perturber du coup le webinaire. Voilà, merci à tous d'être présents. Et je laisse du coup maintenant la parole à Adrien qui va vous partager du coup son écran. Merci à tous et bon webinaire. Bonjour à tous, merci à Technopole, Néologie Technopole de m'avoir invité à ce webinaire. J'essaie de mettre en grand écran du côté. Si tu mets en bas à droite la petite. En fait, ah. Alors, merci à Néologie Technopole de m'avoir invité à partager, on va dire, mon expérience sur les logiciels à propriété intellectuelle. Donc, dans ce cadre de ce webinaire. Donc, bon, je vais déjà, dans un premier temps, me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis ingénieur brevet depuis 2014. Avant d'être ingénieur brevet, j'ai fait 10 ans de R&D en thèse, puis dans une start-up en fait, de transfert de technologie de l'université. En fait. Ma thèse avait pour objet la simulation numérique et l'application, on va dire, à des machines énergétiques. Donc, j'ai aussi bien une spécialité physique, mécanique, informatique, logiciel, intelligence artificielle. Et j'interviens pour les startups et PME, notamment en fait, sur ces sujets-là, pour défendre leur invention. J'ai aussi eu la chance de participer, de faire, on va dire, l'expertise, on va dire, d'un code informatique dans le cadre d'un litige, on va dire, en contrefaçon. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant et assez important. Et j'ai eu aussi une expérience, avant de venir, on va dire, chez Ipside, parce que je suis chez Ipside depuis 2015. J'ai eu une expérience en fait dans un cabinet d'avocat où j'ai fait aussi de la sécurisation de crédit d'impôt recherche, donc je connais un petit peu bien aussi ces sujets. Donc Ipside, on a rejoint, on va dire, le groupe Santarelli avec les deux autres cabinets, Borvalès et Santarelli. Donc on est grosso modo maintenant en fait une bonne à peu près 200 personnes, dont une soixantaine d'ingénieurs. On est basé un petit peu partout en France, et surtout sur la partie ouest, comme vous pouvez le voir. Moi, je suis à Poitiers depuis 6 ans maintenant, et j'accompagne Néologie en fait sur les sujets et les startups en fait. Donc, du coup, en fait, l'idée c'est d'être le plus proche, on va dire, de nos clients, parce qu'en fait, on a quand même besoin d'aller les voir régulièrement, de discuter avec eux. Et du coup, dans le cadre, on va dire, l'accompagnement que je fais avec les startups technologies, on fait des tarifs plutôt avantageux par rapport à nos tarifs habituels. Voilà. Donc, sachant que notre siège social est à Toulouse et notre grosse antenne après est à Paris depuis la fusion des trois pays. On exerce en fait sur différents domaines. Donc, aussi bien, on a un département de marque dessin modèle, un département brevet, dont je fais partie, un département avocat, pour tout ce qui est contrat, contentieux, et un petit département de conseil en financement de l'innovation sur lequel je travaille aussi. Alors, pendant ce webinaire, je vais vous parler de plusieurs sujets. Grosso modo, voici le programme, on va dire, qu'on va voir. On va commencer par parler en fait de généralité sur la propriété intellectuelle pour donner un petit peu, rappeler un petit peu les bases de la propriété intellectuelle. On va faire un focus après sur la propriété intellectuelle et le logiciel parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses en fait qui sont intéressantes à voir. On va parler un petit peu de licence open source, les difficultés qu'en fait il pourrait y avoir. Et après, tout ce qui est droit d'auteur avec l'IA, parce que je pense qu'il y a pas mal de questions depuis que ChatGPT et compagnie en fait est sorti autour de ce sujet-là.
Et je vous ferai quelques pièges à éviter, quelques conseils à la fin, et on finira par une session de questions-réponses. Alors, la propriété intellectuelle, grosso modo, juste pour faire très simple, souvent on entend parler de propriété intellectuelle et de propriété industrielle. La propriété intellectuelle englobe l'ensemble en fait de la propriété industrielle, la propriété littéraire et les droits spécifiques. Et la propriété industrielle correspond juste au brevet, aux marques et design modèles. Tout ce qui est propriété littéraire, c'est tout ce qui est droit d'auteur et droit voisin, et tout ce qui est droit spécifique avec les noms de domaine, les bases de données notamment, et autres sujets. Donc la propriété intellectuelle, c'est généralement plus large, un peu plus large que la propriété industrielle. Alors, la propriété intellectuelle, elle peut être partout, en fait, pour une startup. Là, je vous ai pris un exemple en fait, d'une startup que j'ai accompagnée il y a quelques années, qui travaille sur des vélos connectés, plutôt des vélos électriques qui se rechargeaient. Donc, ils avaient développé une structure de cadre en fait, de vélo qui était intéressante à protéger parce qu'elle permet de faire un stockage compact, comme vous pouvez le voir à droite. C'est-à-dire que tous les vélos en fait, ont des connecteurs sur leur cadre, à droite et à gauche, de leur cadre, ce qui leur permet de se connecter les uns aux autres à une borne générale et donc du coup de recharger, on va dire, l'ensemble des vélos. Donc, il y avait des brevets sur le cadre en fait, du vélo, mais il y avait aussi des brevets sur comment recharger, on va dire, prioritairement les vélos, parce que forcément, on va peut-être recharger ceux qui sont le plus loin de la borne en priorité, parce que c'est les premiers qui vont être pris. Euh, il y a aussi du dessin modèle, parce que le vélo, il a comme une forme particulière. Donc, on a pu protéger un modèle, en fait, à suivre. Il y a forcément une marque, en fait, derrière tout ça, parce que le vélo, il est vendu sous le nom de la marque, en fait, d'une marque, qui était Zouv à l'époque et qui est maintenant 15. Et c'est une marque qui est protégée. Non, donc, il y a du droit d'auteur, dans le sens où on a quand même une interface, on va dire, une interface, on a du code informatique derrière. Donc, on a du droit d'auteur, en fait, à ce sujet. Et après, on a la question de la base de données. La base de données, parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'utilisateurs, on va dire, qui sont là. Il y a un certain nombre, il faut savoir, en fait, comment gérer, on va dire, les utilisateurs, quels sont les vélos, en fait, à quel endroit, etc., etc. Donc, il y a toute une base de données qui est protégée en soi. Et après, l'histoire des noms de domaine, forcément, parce que bon, c'est un système, voilà, c'est une connexion Internet, donc il y a forcément un moment, en fait, un nom de domaine pour protéger, pour aller accéder au service. Le, alors, pour rappel, un brevet ou même une marque, là j'ai parlé surtout de brevet sur cette slide-là, mais ça vient même pour les marques. Un brevet, ça donne un droit d'interdiction en fait au titulaire. Alors, pour les brevets, c'est 20 ans maximum, cette priorité, ce monopole d'exploitation, ce qu'on appelle. Il y a quelques cas particuliers, généralement c'est 20 ans qu'il faut retenir, mais ça ne donne pas un droit d'exploitation. Alors, ça ne donne pas de droit d'exploitation parce qu'en fait, vous pouvez très bien dépendre d'un brevet d'un tiers qui va vous empêcher en fait d'être libre d'exploiter, on va dire, ce que vous avez protégé. Alors, pour faire simple, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, on va dire, de bien saisir un petit peu les deux. Je vais vous prendre un exemple que je prends régulièrement, qui est un exemple, en fait, on va en faire de la fiction, on va se passer à la préhistoire. Et on va imaginer que quelqu'un a inventé la roue. Vous voyez, en fait, j'ai mis un petit de roue en fait, sur le côté. Et la première roue en fait, que vous voyez complètement à gauche, on va dire qu'il a inventé à la préhistoire. Grosso modo, en fait, l'homme préhistorique, en fait, quand il a inventé la roue, il s'est dit, voilà, j'ai une pierre en fait, à déplacer, je suis un peu embêté, elle est lourde, etc. Bon, la pierre est percée, je vais mettre un axe en fait, dedans et je vais pouvoir avec l'axe, pousser la pierre pour faire et du coup la bouger. Ce qui fait qu'en fait, cette pierre, on peut protéger, on va dire, la roue. euh, la roue, en fait, à l'époque, on aurait pu protéger la roue. Bon, ça, c'est super, ça permet de déplacer la pierre. Ça peut donner l'idée à quelqu'un d'autre de faire autre chose. Et l'autre personne, on va dire, l'autre inventeur, qui va être là, il va dire, bah, tiens, c'est génial, j'ai une pierre, j'ai un axe, je vais mettre une deuxième pierre de l'autre côté. Donc, j'allonge l'axe, je mets une deuxième pierre, je mets un plâtre entre les deux. Donc là, j'ai inventé un chariot qui a un autre effet technique qui permet de déplacer, on va dire, une autre charge autre que la pierre, finalement, et sur une longue distance.
Et on peut très bien, en fait, celui qui a inventé le chariot, il peut très bien déposer un brevet aussi, parce que ça répond aux critères, on va dire, de brevetabilité. Mais par contre, celui qui a inventé le chariot, bah, il va falloir qu'il demande à celui qui a le brevet en fait, sur la roue, en fait, l'autorisation d'utiliser, on va dire, la roue pour pouvoir exploiter son chariot. Donc c'est pour bien vous montrer que finalement, en fait, on peut avoir un brevet, mais ça ne vous donne pas forcément le droit d'exploiter, on va dire, la technologie du brevet, parce que bah, il y a quelqu'un qui a déposé quelque chose avant. Donc il y a une analyse juridique qui est quand même importante à faire par rapport à l'art antérieur, sachant bah, que comme pour un brevet, c'est 20 ans, on va dire maximum, si vous reproduisez quelque chose qui a plus de 20 ans, bah, normalement, il n'y a pas de souci. Alors, l'objectif d'un droit de propriété intellectuelle, il est multiple. Alors, un, c'est de protéger euh, son invention, sa marque, son modèle. Ça peut être aussi une question de sécurisation, c'est-à-dire une sécurisation notamment avec des investisseurs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec des investisseurs, mais souvent ils vous posent la question, est-ce que vous avez de la propriété intellectuelle? Parce que quand ils vont investir, ils ont besoin d'avoir aussi un petit peu de sécurisation, on va dire, de leur investissement. Donc là, le fait d'avoir un droit de propriété intellectuelle leur permet généralement, bah, ça les rassure un petit peu. Alors, ce n'est pas forcément obligatoire, mais ça les rassure dans leur investissement. Sachant que généralement, bah, quand une société, bah, si, je vous le souhaite pas, mais quand la société, on va dire, à la fin est liquidée, c'est ce qui reste souvent en fait à la fin et ce qui peut être monétisé. Donc ça peut être aussi intéressant en fait d'avoir ces droits-là. Ça peut être un autre objectif, ça peut être de communiquer. Euh, bah, de communiquer que vous avez une technologie, vous avez quelque chose qui est protégé, ça a un objectif. Ça peut être un objectif, en fait, un objectif entre guillemets marketing. Donc ça peut être intéressant aussi de ça, sachant que bah, la base de données de brevets, il y a des millions et des millions et des millions de brevets. Donc bon, c'est intéressant de savoir. Il y a souvent de la veille, on va dire, faite par des concurrents, de savoir ce qui se passe dans le domaine. Sachant que, pour mémoire, un brevet est gardé secret pendant 18 mois. Donc ça, voilà, ça reste secret pendant 18 mois. Et le dernier point, souvent, en fait, qui peut être utile, ça peut être un outil de valorisation. De valorisation, bah, on peut faire la cession, on va dire, du brevet, on peut accorder une licence, en fait, pour exploiter votre brevet à quelqu'un d'autre. Ça peut être, voilà, généralement, ce sont des points qui peuvent être intéressants. Et je vais donner un exemple, en fait, une société que vous connaissez probablement tous, notamment ceux qui avaient des téléphones 3310 il y a quelques années. C'est la société Nokia. Aujourd'hui, Nokia, en fait, réalise 40% de leur chiffre d'affaires, donc c'est sur les 23 milliards, 40% est lié au licensing en fait, de brevet. En fait, ils ont complètement switché, alors peut-être aussi parce qu'ils avaient un peu loupé, on va dire, le virage, on va dire, des smartphones, mais ils ont complètement switché, on va dire, leur, finalement, leur stratégie, on va dire, pour passer, on va dire, sur du licensing. Alors, c'est surtout, on va dire, du licensing autour de la 3G, la 4G, la 5G, la 6G. Mais voilà, c'est des choses qui sont quand même importantes parce qu'aujourd'hui, pour eux, c'est leur majeure partie de leur revenu. Alors, pour revenir au sujet des logiciels. Bon, vous verrez, j'ai utilisé pas mal d'images, on va dire, réalisées par l'IA. Donc, certaines sont plus ou moins fiables. C'est connu comme celle-là. Donc, un logiciel, en fait, c'est avant tout un code source. Un code source, alors ça permet, le code source, bah, c'est protégeable par du droit d'auteur. Alors, le code source, il va servir à quoi? Il va mettre en œuvre un algorithme. Alors, la mise en œuvre d'un algorithme, là, on va dire, c'est des étapes d'un procédé. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un brevet, en fait, qui pourrait être déposé? Donc, il y a deux choses, on va dire, complètement différentes, en fait, pour un logiciel, en fait, qui peut être vu, en fait, en termes de propriété intellectuelle. C'est un, est-ce qu'il y a du droit d'auteur? Alors, ça, je vais le présenter un peu plus en détail après. C'est généré, on va dire, automatiquement au moment où, en fait, on va créer, en fait, le code. Après, il y a des critères pour que le droit d'auteur soit vraiment reconnu. Euh, et après, la question de la mise en œuvre de l'algorithme, du procédé, c'est un gros. Alors souvent, on entend dire qu'un programme informatique, c'est marqué un peu tel quel, on va dire, dans le code de la propriété intellectuelle, il est exclu de la brevetabilité
En tant que tel. Et j'insiste bien sur le en tant que tel, c'est-à-dire que le programme informatique, lui, ne peut pas être protégé. Et par contre, on peut protéger le procédé qui est mis en œuvre par le logiciel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revendiquer quelque chose qui s'appelle un programme informatique, grosso modo, mais on peut revendiquer le procédé, on va dire, je sais pas, de création d'une image, par exemple, ou le système informatique qui crée l'image. On va regarder un peu tout ça en détail maintenant. Alors, droit d'auteur. Le droit d'auteur, il y a plusieurs critères. Alors, il faut que ce soit une œuvre d'esprit, il faut que ce soit original, et il faut que ce soit fixé sur un support. Bon, ça, pour le canal du code informatique, ça ne pose pas de souci. L'œuvre d'esprit non plus, il n'y a pas de souci particulier, parce qu'en fait, un codeur, voilà, il a sa manière de coder, il a sa manière d'imaginer son code informatique. Je pense que vous avez déjà fait le test, vous prenez plusieurs codeurs autour de la table et vous leur demandez de coder une fonction, chacun va avoir un code, on va dire, différent. Donc il y a une œuvre d'esprit en fait, qui est réalisée par chacun des programmateurs. Après, il y a la question de l'originalité. C'est une question qui peut se poser après devant un tribunal effectivement pour le droit d'auteur soit reconnu. Il faut que le code informatique soit original. Ça peut être, par exemple, la manière dont on écrit les- les variables, finalement. En fait, ça apporte une originalité. La manière dont on est construit, on va dire, le code, il peut avoir une originalité. Ça peut être pas forcément simple, dans certains cas, de bien le défendre. Alors, ça, bon. Il n'y a pas de formalité particulière pour que le droit d'auteur soit reconnu. Mais par contre, pour que ce soit euh, bien utilisable, moi, ce que je recommande, c'est qu'il y ait un eurodatage régulier, on va dire, du code informatique, pour bien dire à une date, pour donner une date certaine, on va dire, à la création, on va dire, du code informatique. Alors, ça peut être un dépôt à l'APP, ça peut être un eurodatage, ici, une enveloppe solo, par exemple, ça peut être un constat d'utilité, ça peut être un constat notarié, ça peut être un eurodatage dans une blockchain. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité juridique, il y a eu la première décision il y a quelques jours d'un tribunal qui a reconnu un eurodatage blockchain comme preuve, on va dire, dans un procès de contrefaçon. Donc c'est quelque chose, on va dire, qui est là, qui est intéressant. Euh, alors, s'il n'y a pas de cette date certaine, on peut avoir un doute, on va dire, sur à quel moment en fait, la création a été faite, et ça peut poser une difficulté. Alors, le droit d'auteur, notamment peut être invoqué pour les programmes informatiques, notamment si dans le cas où il y a un salarié qui a décidé de partir de la société et qui part avec une partie du code informatique. Là, généralement, on poursuit, on va dire, ce salarié-là, cet ex-salarié, qui a décidé, on va dire, qui réutilise ce code informatique dans le cadre d'une autre société. Et là, on va regarder, on va dire, la correspondance, on va dire, des deux codes. Et généralement, on a on va dire, on a une conclusion favorable, généralement, pour la société initiale, parce qu'elle n'a pas le droit de reproduire, on va dire, le code informatique. Le souci n'a pas le droit de reproduire son accord de la société initiale. Voilà pour le droit d'auteur. Alors, je parle un petit peu j'en parle un petit peu avec le code open source, en parenthèse. Quand on fait du code informatique, on a généralement la possibilité de faire appel à du code open source, parce qu'on va dire c'est bien, c'est utile, etc. Ça peut faire gagner du temps dans certains cas, etc. C'est c'est des bibliothèques, on va dire, qui sont souvent accessibles, c'est souvent très bien. Ouais. Par contre, il faut faire vraiment très très attention aux licences qui sont utilisées. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a généralement deux types de licences. Il y a des licences, on va dire, qui sont plutôt permissives, qui n'ont pas forcément beaucoup de contraintes, qui vous autorisent, on va dire, à reproduire, on va dire, à utiliser le code, à le modifier, à l'utiliser d'un point de vue commercial. Euh, Ça, il faut regarder un peu en détail chaque licence, mais voilà, généralement, ce sont des choses, on va dire, qui peuvent être autorisées. Ce type de licence, généralement, c'est les licences BSD, Apache, MIT, qui peuvent être intéressantes. Par contre, il y a des licences qui sont dites copyleft.
ce sont des licences qui sont un petit peu dangereuses à être utilisées. Parce que, grosso modo, c'est un peu comme un cheval de Troie. Vous mettez cette licence en fait, dans votre code, elle va complètement contaminer le code. Et parce qu'en fait, cette licence en fait, oblige le code dans lequel elle est insérée à devenir public. Donc, pour une société qui insère, on va dire, du code, on va dire, avec une licence comme ça, copyleft, c'est un peu gênant parce que normalement, voilà, si vous faites, je ne sais pas, un algorithme pour faire les sièges virtuels de lunettes et que vous mettez, on va dire, on va dire, une licence, on va dire, copyleft à l'intérieur, vous êtes obligé de donner votre code à tout le monde. Vous n'avez peut-être pas forcément envie. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça parce que c'est un peu gênant. Et je sais qu'il y a eu des grosses sociétés qui sont fait avoir à ce sujet. Donc, notamment les grosses sociétés françaises dans les télécommunications, il y a eu un procès à ce sujet parce qu'ils n'avaient pas forcément utilisé, on va dire, le code source et a mis, on va dire, leur temps public. Un petit peu gênant. Alors, ce type de licence, c'est généralement les licences GPL et toutes les licences qui sont autour des GPL. Donc ça, faites bien attention si vous utilisez du code open source, à bien vérifier, on va dire, la licence qui est donnée par ce code open source. Alors, brevet logiciel. Alors, pour qu'un brevet soit obtenu pour un logiciel, donc, du coup, pour procéder de mise en œuvre par le logiciel, il peut être obtenu sous certaines conditions. Alors, la première condition, qui est un petit peu obligatoire, notamment en Europe et aux États-Unis, ça commence à devenir aussi un peu plus compliqué par rapport à ça, c'est qu'il faut que ça soit une solution technique à un problème technique concret. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'il faut que ça soit, grosso modo, un problème technique, on va dire, dans le monde réel. C'est-à-dire que vous pouvez commander une machine avec un logiciel pour commander une machine, en fait, c'est tout à fait brevetable. Un logiciel par exemple, faire de la facturation, ce n'est pas brevetable. Parce qu'il n'y a pas forcément un problème technique, on va dire, tangible dans le monde réel. Je vais vous donner quelques exemples après, comme ça vous verrez un peu mieux. La suffisance de description est un autre critère. Après, les trois autres critères sont des critères, on va dire, classiques, on va dire, en brevet. Il faut que ça soit suffisamment décrit pour qu'un homme du métier puisse reproduire l'invention. Ça, c'est une obligation, on va dire, légale. Il faut que quand on vous donne une protection, un monopole d'exploitation pour votre invention, objet du brevet, il faut qu'en contrepartie, vous expliquiez comment ça marche. Alors, vous n'êtes pas obligé d'expliquer le meilleur mode de réalisation en fait, qui est là, mais il faut vous donner un mode de réalisation qui soit plausible pour que tout le monde puisse, pour que quelqu'un puisse reproduire l'invention. Alors, ça peut poser quelques difficultés, notamment sur des inventions en intelligence artificielle, parce qu'il peut avoir un petit côté boîte noire dans finalement cette technique, dans cette invention de l'intelligence artificielle. C'est une chose sur laquelle en fait il faut travailler. En fait, il faut bien montrer, on va dire, comment ça marche. Alors, c'est souvent en fait avec de l'IA, on va expliquer quels sont les critères, on va dire, qui ont été utilisés pour pouvoir entraîner la base de données, comment le réseau de neurones est construit potentiellement. Voilà. Il y a des choses, on va dire, comme ça pour expliquer en utilisant telle et telle méthode, on est capable de reproduire l'invention. Après, il faut que, bien entendu, ce soit nouveau. C'est-à-dire qu'il faut que la technique, pour que le brevet soit accordé, il faut qu'elle soit nouvelle par rapport à ce qui existait au moment du dépôt de la demande de brevet. Ça, c'est un critère normal. On n'a pas le droit de protéger quelque chose qui existait déjà. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà développé auparavant. Donc, attention à la divulgation, on va dire, si vous parlez, on va dire, par exemple, si vous travaillez avec des chercheurs dans le domaine de la recherche, souvent ils peuvent avoir tendance à publier, on va dire, leur article scientifique, sans forcément qu'un brevet ait été déposé s'il y a un brevet qui aurait dû être déposé. Donc ça peut être gênant parce que toute divulgation, qu'elle soit un article, une mise dans le commerce ou autre, si on arrive à prouver, on va dire, que ça a été fait avant le dépôt de la demande de brevet, ça devient un critère d'annulation de brevet.
Et quand on a regardé ce critère de nouveauté, on a le critère d'activité avancée, c'est-à-dire qu'on va regarder si la différence par rapport à l'état de la technique en fait, qu'on a vu en fait, dans le critère de nouveauté, est-ce que cette différence-là, elle est finalement facilement accessible par l'homme du métier ou pas? Est-ce que l'homme du métier qui cherchera à résoudre le problème technique, finalement, est-ce qu'il aurait eu l'idée, on va dire, de trouver, on va dire, cette différence. Alors là, c'est tout un débat qu'il peut y avoir avec l'Office. Souvent, on n'est pas toujours d'accord avec eux, on essaie de les convaincre. Sachant que, voilà, quand vous êtes devant un Office, c'est un débat qui est contradictoire. Donc, du coup, vous avez la possibilité de plusieurs échanges, souvent avec les Office, pour essayer de les convaincre que c'est nouveau, parce que des fois, ils n'interprètent pas forcément comme le souhaitiez, et que c'est inventif, parce que chacun, on va dire, c'est notre opinion. Et on peut avoir, on va dire, des arguments intéressants à développer qui peuvent convaincre aussi l'examinateur de, de délivrer le brevet. Alors, quelques exemples de brevets en fait, dans le monde du logiciel. Le premier, en fait, que je veux parler, c'est la détection d'irrégularités dans des battements cardiaques. Ça, c'est une affaire qui a été mise devant l'OB. Ça a été jusqu'au recours, on va dire, chambre de recours, c'est-à-dire grosso modo un appel, voire une provocation, si on veut faire un peu le parallèle par rapport au tribunal français. Euh, il y a eu tout un débat sur est-ce que c'était brevetable ou pas brevetable. Alors, la chambre de recours a dit oui, finalement, que c'était brevetable. Parce qu'en fait, on arrivait à faire un effet technique de la surveillance de la santé d'un individu. Et donc, du coup, voilà, c'était considéré comme étant brevetable. Donc, tout ce qui est détection d'irrégularité, on va dire, par de l'IA, dans des battements cardiaques, c'est tout à fait brevetable. On est vraiment sur quelque chose de très, très brevetable. Un algorithme de compression d'une image est tout à fait brevetable aussi. Pourquoi? Parce que ça permet, en fait, l'effet technique, en fait, réel, c'est la réduction de la taille dans la mémoire informatique. À place que ça prenne 1 méga, ça prend 100 kilooctets, par exemple. On est vraiment sur la réduction, on va dire, de compression numérique. On peut avoir des choses aussi de type amélioration de la sécurité d'échange de données entre deux systèmes informatiques. Là, on est vraiment dans le domaine du brevetable parce que c'est quelque chose, on est en train d'améliorer la sécurité, d'améliorer quelque chose de finalement technique réel. Il y a un autre un brevet sur lequel j'ai intervenu pour la rédaction et en fait ça a été délivré après. C'est l'analyse de la position de joueurs sur un terrain sportif. On peut se demander, c'est extrêmement mathématique, hein, quelque part. Et en fait, on a été reconnu comme étant brevetable parce que en fait, on a arrivé à montrer on faisait une mesure du temps d'avance, on va dire, pour savoir finalement comment les joueurs en fait étaient positionnés. Donc, quel était le temps d'avance par rapport finalement au ballon, des choses comme ça, pour pouvoir faire des analyses stratégiques en temps réel ou en temps différé en fait, de la position de joueur, en fait, du match, pour savoir un peu comment ça. Alors ça, c'est vraiment quelques exemples. En fait, je pourrais vous en donner plein d'autres, hein. Je pourrais vous en donner un algorithme, par exemple, en fait, des sièges virtuels des lunettes, comme je vous parlais tout à l'heure. En fait, ça, c'est tout à fait protégeable, hein, parce qu'en fait, on est en train de positionner des lunettes sur une image. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'en fait, on protège sans difficulté. Ça peut être en fait des algorithmes de guidage, par exemple pour des robots agricoles, notamment. Ça peut être, voilà, il y a plein de sujets. Après, voilà, faut pas hésiter à discuter avec un conseil en fait, à ce sujet, parce que c'est vrai que des fois, on est un peu à la limite, on va dire, de la brevetabilité. Alors, des fois, on tente, parce qu'on se dit, bon, on va tenter notre chance, on va défendre au plus tard. Sachant que pour un brevet, en fait, le temps qu'il y ait vraiment une décision définitive, c'est 5 ans, voire peut-être un peu plus. Des fois, on arrive à faire durer un peu plus, 5-6 ans. Pour une start-up, c'est quand même un temps long. Ça peut permettre de dire aussi pendant ce temps-là qu'on a une protection. On a une protection. Le temps d'avoir vraiment une décision définitive d'acceptation ou de rejet, on a quand même quelque chose on a quand même une protection provisoire entre. Alors, donner quelques chiffres, moi, qui m'ont un peu surpris quand j'ai fait une présentation il y a quelques temps. C'est en fait le nombre de brevets en fait en intelligence artificielle dans le monde.
En 2022, alors ça c'est l'Office chinois des brevets qui avait fait cette étude. Ils avaient noté qu'il y avait 0,7 millions de brevets en IA en fait en vigueur en 2022. Donc brevet, hein, on est vraiment sur la délivrance en fait, pas sur les demandes de brevets. La Chine est le premier déposant au monde. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les brevets en fait sont alors, à droite. En fait, vous voyez donc les Chinois en fait sur les premiers déposants, ils ont que 30% des brevets en fait dans le monde en vigueur, parce qu'en fait, ils déposent aussi à l'étranger. C'est pas qu'en Chine. Aux États-Unis, il y a quasiment 40% des brevets mondiaux qui sont en Chine. Et par contre, en Europe, et c'est là où c'est un petit peu, ça peut faire un petit peu réfléchir, on va dire, il n'y a que 4% des brevets en fait en IA qui sont en Europe. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons par rapport à ça. Il peut y avoir le fait que l'Office européen des brevets est peut-être un peu plus difficile que certains offices sur ces sujets-là. C'est pas impossible. Il peut aussi y avoir le fait que finalement, il y a beaucoup de recherches qui sont faites en Chine, aux États-Unis, et peut-être un peu moins en Europe. Bon, je pense qu'il doit y avoir sûrement un peu des deux. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut quand même faire attention, notamment si vous êtes dans ce domaine-là et que vous pensez aller aux États-Unis ou en Chine. Il va peut-être falloir aussi vérifier que potentiellement vous n'êtes pas en train d'enfreindre, on va dire, un droit d'exploitation, un brevet qui serait délivré aux États-Unis. Je parle un petit peu de la réglementation quand même en fait qu'il y a autour de l'intelligence artificielle. En Europe, on a déposé il n'y a pas très longtemps, mais en vigueur, l'IA Act. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est un gros document de quelques centaines de pages sur, effectivement, pour encadrer, on va dire, les usages en fait, de l'intelligence artificielle. Ça donne, on va dire, un cadre juridique, on va dire, à l'ensemble. On peut se poser la question aussi si ce type de règlement, on va dire, est favorable à la recherche ou pas, en parallèle avec le slide précédent. Voilà, ça peut être un débat. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il faut savoir en fait qu'il y a ce règlement en fait, qui existe. Sachant qu'en Chine, ils ont depuis 2017, on va dire, un plan, on va dire, de développement de l'intelligence artificielle. Il y a vraiment un soutien étatique, on va dire, sur l'intelligence artificielle en fait, depuis 2017, avec voilà, en 2023, ils sont un petit peu essayé d'encadrer un peu plus, on va dire, pour l'IA générative. Et aux États-Unis, en 2023, il y avait eu un executive order, ce qui correspond à un décret présidentiel, grosso modo, sur l'intelligence artificielle pour essayer voilà, d'encadrer un petit peu ça, de mettre un peu de régulation aux États-Unis, sachant que la régulation était plus faite. Le décret présidentiel était plus là pour dire, voilà, on va mettre en place un consortium, plutôt un consortium d'entreprises, on va dire, qui va, on va dire, essayer de se mettre d'accord, réguler un petit peu l'intelligence artificielle pour éviter qu'il y ait trop de dérives. Ça a été annulé par le dernier président. Donc, euh, on attend de voir un peu ce qui va se passer. Et je sais qu'il voulait essayer de refaire peut-être quelque chose. On va voir. Pour le moment, c'est l'executive order n'est plus en vigueur aux États-Unis. Alors, un petit peu parler de base de données, parce qu'en fait, quand on fait de l'intelligence artificielle, en fait, on peut aussi utiliser des bases de données. Alors, les bases de données sont des droits sui generis, c'est-à-dire que, grosso modo, en fait, dès que vous créez la base de données, en fait, vous avez un droit de propriété intellectuelle en fait, qui est créé en fait, dès le moment où il y a la création de la base. Alors c'est pareil, il faut idéalement faire des eurodatages réguliers pour montrer. C'est souvent en fait la structure de la base en fait qui est intéressante et du coup la manière dont les données en fait sont agencées les unes par rapport aux autres qui a de la valeur. Et ça peut avoir beaucoup de valeur. Il faut quand même, si vous faites en fait de l'IA et que vous faites de l'entraînement, euh, moi je vous dis faites attention aux licences en fait, l'utilisation en fait des bases de données pour faire l'entraînement parce que les licences en fait n'accordent pas forcément le droit de faire de l'entraînement en fait linéaire. Et il y a eu une affaire, on va dire, célèbre entre Getty Image, qui a une base de données des photos, et Stability AI, qui avait utilisé, on va dire, les images de Getty Image pour faire l'entraînement de leur base, et ils n'avaient pas le droit.
il y a un fossé, on va dire, à soulever. Euh, et attention, si vous faites du web scraping pour pouvoir réutiliser, on va dire, les données, ça peut être des données qui sont confidentielles quelque part, sur lesquelles vous n'avez pas forcément le droit d'utiliser. Donc, faites quand même attention à voilà, les conditions générales d'utilisation des sites Internet. Bon, si c'est pour un usage, on va dire, purement interne, c'est pas forcément fondamentalement gênant, mais si vous souhaitez le réutiliser pour autre chose, ça peut être problématique. Une petite slide sur le droit d'auteur avec vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Alors, il faut qu'on arrive à montrer l'originalité de l'œuvre. Ça peut être effectivement la manière dont vous avez fait le prompt, la manière dont vous avez créé, on va dire, l'œuvre, qu'est-ce que vous avez composé. Bon, les outils, on va dire, d'intelligence artificielle sont aujourd'hui, en fait, comme vous connaissez tous, sont très puissants pour pouvoir faire énormément de choses. C'est des super outils. Hein, je ne sais pas si vous les utilisez, mais c'est vraiment des outils très, très intéressants. Euh, et vous pouvez faire des choses, on va dire, assez impressionnantes, on va dire, par rapport à ça. Après, il faut montrer effectivement qu'il y ait une originalité pour qu'il y ait un droit d'auteur. Il faut montrer qu'il y a une intervention humaine. C'est pas juste, on va dire, quelque chose, on va dire, qui a été créé par de l'IA complètement. Si par exemple, là, l'image que j'ai créée à gauche, qui est une image complètement fictive, comme vous pouvez l'imaginer, euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai imaginé, que j'ai créé. Après, bon, est-ce qu'il y a beaucoup de droits d'auteur? Donc ça, on peut se poser la question. Mais si j'avais commencé à continuer à travailler, on va dire, sur cette image-là pour pouvoir rajouter, on va dire, d'autres éléments, etc., au bout d'un moment, en fait, il peut y avoir de la création. On peut faire un parallèle simple. Hein. Vous prenez une photo, en fait, je sais pas, par exemple, dehors, de votre jardin, etc. Bah, la photo n'est pas forcément originale. Elle peut être basique parce qu'en fait, c'est juste voilà, vous avez pris une photo d'une fleur, comme elle ressemble à toutes les fleurs en fait, qui existent, en fait, les photos de fleurs. Mais par contre, si vous avez pris un angle de vue particulier que jamais personne n'a fait, bah là, ça a fait une originalité en fait, de l'œuvre. Et du coup, on peut en fait invoquer du droit d'auteur. Alors, quand il y a la création, on va dire, par de l'IA, il y a quand même, c'est l'IA en fait, qui nous demande ça aussi, c'est qu'il y a une certaine exigence de transparence sur la création, on va dire, de l'œuvre. Alors, surtout là, dans le cas, on va dire, de la photo de gauche, là, j'ai bien mis un gros warning, image fictive, etc. Vous doutez bien que c'est une image voilà, qui n'est pas réelle. Mais on pourrait imaginer, on va dire, des choses beaucoup plus euh, ancré dans le domaine réel, avec des personnages qui existent, on va dire aujourd'hui, et pour notamment des problèmes de ce qu'on appelle les deep fakes, finalement, les créations, on va dire, finalement, de contenu pour orienter, on va dire, finalement, pour désorienter, on va dire, l'opinion publique sur certains domaines. Donc, c'est il y a quand même une exigence de transparence, en fait, pour la création. Donc, bien entendu, il faut bien entendu faire attention, on va dire, aux licences accordées par ces outils d'IA générative parce que on n'a pas forcément le droit de les utiliser commercialement, etc. Et ça, c'est un petit conseil personnel, gardez toujours un œil critique sur la création, on va dire, de l'IA, que ce soit du texte, que ce soit de l'image, gardez un œil critique parce qu'il peut y avoir, on va dire, des erreurs, on va dire, notables, on va dire, par rapport à... Enfin, quelques pièges à éviter et après on va passer aux questions-réponses. En résumé, voilà, les pièges, on va dire, que je peux vous conseiller en fait d'éviter, c'est un peu de négliger, on va dire, votre stratégie de propriété intellectuelle, que ce soit en brevet, en marque, en dessin modèle, en nom de domaine, en d'attache. Parce qu'en fait, si vous n'anticipez pas suffisamment, on va dire, votre stratégie, vous pouvez vous retrouver bloqué après dans votre exploitation sur un marché qui vous intéresse, qui vous aurait intéressé, mais pas. Vous avez par exemple déposé vous avez créé une marque et vous avez oublié de vérifier qu'elle était un nom de produit, vous avez bien vérifié qu'il y avait une marque en fait, etc. Ça peut être gênant. Je peux donner pas mal d'exemples en fait, de sociétés qui se sont fait avoir. Je vais vous donner juste un exemple rapide. Usain Bolt avait créé, on va dire, des trottinettes à son nom, qui s'appelait U-Bolt, il avait déployé en fait à Paris, et un mois après, il a dû tout enlever. Le tribunal l'avait condamné.
parce qu'il avait oublié de vérifier qu'il avait le droit d'utiliser son nom. Parce qu'il y avait une société qui s'appelle Bolt qui avait fait des trottinettes auparavant. Et ça lui a coûté assez cher. Un autre conseil, en fait, piège à éviter, c'est délaisser les accords de cession de droit. Quand vous avez un sous-traitant, un freelance, un stagiaire, voire même un salarié, vérifiez bien, on va dire, que la cession des droits est faite, notamment sur l'invention, la création, les droits d'auteur, l'informatique. C'est des choses en fait qu'il faut vérifier et ça peut poser une difficulté si voilà, par exemple, vous créez un design par un sous-traitant et que vous avez oublié de vérifier en fait qu'il a donné tous les droits en fait d'auteur associés. Il faut bien les lister, en fait, tous les droits, il faut bien les lister. Ah bah, vous pouvez avoir un problème pour pouvoir après réutiliser, modifier, on va dire, par exemple, ça peut être un problème avec un stagiaire qui crée une invention, ça peut être un problème avec un salarié sur lequel c'est pas sa mission de faire une invention, de faire du code informatique. Si vous n'avez pas bien encadré, on va dire, le contrat, oui, ça peut vous poser des soucis, on va dire, après. Un autre piège, on va dire, potentiellement, c'est d'oublier d'analyser la liberté d'exploitation. Et vous allez sur un marché et vous n'allez pas vérifier que vous êtes libre, en fait, d'exploiter, on va dire, la technique, le nom, l'image, que vous pouvez faire. Ça peut être vraiment gênant. Vous pouvez vous retrouver avec des huissiers un jour qui viennent vous voir et vous disent voilà, on fait un petit constat. Et, il y a un constat, une saisie de contrefaçon et après un procès. Ça peut être un peu gênant. Et bien entendu, pensez à vérifier on va dire, les accords de licence, en fait, les différents codes des bases de données, etc. Voilà, donc c'est un petit peu un panorama. J'essaie d'être à peu près complet sur le sujet. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis tout à fait ouvert pour vous répondre. Et je suis basé, on va dire, pour ceux qui. Je suis basé à hashtag, pour ceux qui sont. Si vous voulez me rencontrer, je suis là régulièrement. Oui, François. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Vous m'entendez? Excusez-moi, je suis dans le train, c'est peut-être un peu compliqué. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va. Merci. Oui, donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est plutôt un commentaire que je vais faire, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité de mettre en œuvre une stratégie de valorisation et d'anticiper les problèmes. Et c'est clair que l'aide de professionnels est vraiment essentielle sur le sujet. En revanche, je tiens à faire une grosse alerte sur la partie brevet, parce qu'on ne peut pas en droit utiliser des brevets pour revendiquer des processus de traitement de données. Alors je sais bien que c'est la pratique de l'Office européen des brevets et puis d'autres offices, mais en fait c'est une pratique qui est non conforme à la Convention du brevet européen et qui est extrêmement fragile sur le plan juridique et dangereuse pour l'ensemble de l'économie. Alors d'où je parle, hein, je me présentais quand même, je suis co-auteur d'un livre qui s'appelle Droit des logiciels, qui parle de droit d'auteur, de licence libre, et puis dans lequel on a tenté d'expliquer pourquoi les brevets logiciels sont illégaux, sont contre les games. Je suis aussi président d'un cluster qui promeut les technologies libres. Donc effectivement, on pourrait considérer que j'ai un biais sur le sujet, mais en tout état de cause, les brevets logiciels menacent tous les développeurs de logiciels, qu'ils soient sous licence libre ou fermée. Alors, pourquoi est-ce que les logiciels libres, enfin les logiciels, pardon, pas libres, mais les logiciels en général ont été exclus de la brevetabilité? C'est que, comme vous l'avez bien relevé dans votre exposé, un logiciel dépend de nombreuses méthodes algorithmiques. Et si vous autorisez les brevets sur les méthodes algorithmiques, ça revient, comme vous l'avez si justement dit, parce qu'un brevet n'est pas un droit d'exploitation, ça revient à bloquer totalement l'innovation et l'exploitation économique du fait des nombreux brevets qui trouvera s'appliquer sur un même logiciel, parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes, et qui donc interdiraient l'exploitation d'un logiciel. Et on le voit bien, si vous cherchez, parce que ça, c'est pas dit dans votre exposé, il y a en embuscade les patent trolls, les professionnels du litige en brevet, qui attaquent les entreprises au moyen de ces brevets. Alors qu'avec le droit d'auteur, il n'y a aucun risque de litige, il est très faible. Et donc, j'ai des amis, hein, dès qu'ils ont cherché à s'implanter aux US, ils sont fait attaquer par les cabinets d'avocats qui ne produisent pas eux-mêmes de technologie. Et en fait, c'est très intéressant ce que vous avez dit sur Nokia, parce qu'en fait, c'est la méthode des entreprises qui ont échoué, comme Nokia, pour se faire de l'argent sur les entreprises qui innovent. Et donc, c'est pour ça, hein, je rappelle, en 2005, le législateur européen n'a pas légalisé les brevets logiciels. La directive brevet logiciel a été rejetée à une très large majorité par le Parlement européen. Donc, ces brevets sont clairement invalides.
Et comme vous l'avez dit, s'il y a un procédé physique, le procédé physique est brevetable, donc on peut avoir une invention pilotable par ordinateur, mais ce n'est pas le logiciel qui peut être revendiqué ou l'algorithme mis en œuvre par le logiciel lui-même qui est revendiqué. Parce que sinon, et c'est un peu ce que vous détaillez, si on a un procédé intellectuel, c'est des maths, et les mathématiques ne sont pas non plus brevetables. Et en IA, on fait du calcul. Donc, tous les exemples de brevets logiciels que vous avez donnés, ils sont contra legem, et donc pour les personnes qui les détiennent, c'est un risque juridique important. Et la Chambre des brevets a beau les valider, c'est un organe de l'OEB qui travaille pour l'OEB, et l'OEB gagne de l'argent quand il délivre des brevets. Donc, vraiment, j'ai un gros warning là-dessus. Je pense que faire aller les entreprises vers la validation du brevet logiciel, c'est dangereux pour ces entreprises parce que c'est beaucoup d'argent mobilisé et avec un revenu très faible. Parce que si on n'a pas 5 millions de dollars pour le litige, on n'en sort pas. Hein. C'est ce qui est arrivé à, comment ça s'appelait, Immersion. Ils ont eu un gros litige avec Apple. Il fallait avoir les reins très solides. Et donc, vraiment, sur tout le reste, bien sûr, j'ai rien à dire. Mais sur la partie brevet, prétendre que les brevets sont une solution pour les entreprises dans le domaine du logiciel, je pense que c'est extrêmement dangereux. Voilà le gros caveat que je voulais faire par rapport à ça. Merci. Merci pour ce témoignage. Après, après, je mettrai un petit. Effectivement, on peut se poser la question sur l'intérêt de déposer un brevet. Hein. Ça peut se poser la question. Parce qu'effectivement, à un moment ou à un autre, en fait, voilà, avoir, on va dire, besoin de se défendre, ce sujet. Moi, j'ai quand même quelques exemples, on va dire, de sociétés qui en fait, ont déposé des brevets dans le monde du logiciel, qui ont survécu grâce à ça, parce que ils ont mis, on va dire, le paquet, on va dire, sur leur logiciel, sur les brevets, on va dire, à ce sujet, et ils ont réussi à lever des fonds grâce à ça, parce que sinon, ils étaient morts. Hein. Ils étaient complètement morts. Donc, le brevet logiciel est utilisable. Ils sont allés en contrefaçon vis-à-vis d'un de leurs concurrents. Ils ont gagné. Ils ont réussi à mettre autour de la table le concurrent. Ils ont réussi à avoir une licence, on va dire, de leur brevet par rapport à ça. Donc, on peut avoir plein d'exemples. On peut avoir effectivement des exemples, on va dire, contraires, qui disent bah non, ça ne sert à rien parce que effectivement, ça coûte cher, etc. D'un autre côté, on a des exemples en fait, de sociétés qui ont survécu grâce à ça. Oui, parce que leur modèle, c'est effectivement. Oui, mais leur modèle, c'est de prendre de l'argent. Mais ce que je vois, moi, c'est comment les PME se font attaquer. Je prends l'exemple typique, en 2004, Microsoft avait breveté le double-clic. Toutes les boîtes qui font du double-clic, donc tout le monde fait du double-clic, sont attaquables. C'est-à-dire que la portée du brevet en tant qu'arme de destruction massive de l'innovation et de prise de contrôle de l'innovation, elle est importante. C'est-à-dire qu'il faut avoir une stratégie dans laquelle on se met à racketter les concurrents d'un certain côté. Alors, racket, c'est un terme un peu péjoratif, mais contaminant, c'est un terme péjoratif aussi, et vous l'avez utilisé. Mais c'est vraiment, s'il y a une stratégie, c'est vraiment d'extraire de la valeur des autres, alors que soi-même, on est hautement menacé. C'est-à-dire que on peut gagner sur un brevet, mais si on n'est pas une grosse boîte ou un fonds de brevet qui a 2000 brevets, on va perdre sur tous les autres. Et je pense que mobiliser un cash flow comme ça pour une boîte, c'est compliqué. C'est bien ce que disait Bill Gates, hein, qui avait dit à l'époque, en 95, me semble-t-il, s'il y avait eu des brevets logiciels à l'époque où Microsoft s'était créé, on serait mort parce qu'on se serait fait attaquer et rançonner. Donc voilà, je pense que c'est très dangereux de prétendre que ce système existe, puisqu'en Europe, on est pour le moment protégé, parce que ça met en danger les entreprises européennes d'être attaquées pour des brevets frivoles, mais qui existent déjà, et notamment aux États-Unis, parce que la barrière, comme vous l'avez dit, de l'inventivité et de la nouveauté, elle n'existe pas dans les faits, et l'OEB glisse un peu vers ça aussi. Merci. Aux États-Unis, ça devient de plus en plus compliqué hein, de tenir un brevet, on va dire, dans ce domaine-là, parce qu'ils ont aussi, on va dire, renforcé un petit peu, on va dire, leur brevetabilité, finalement, en fait, à ce sujet. Parce que la pollution était énorme. Research in Motion, qui faisait le BlackBerry, a dû payer 400 millions de dollars à un cabinet d'avocats parce qu'ils avaient breveté le fait d'envoyer un courriel sur Internet. Donc, enfin, non. Tout ça pour montrer. Oui, pardon, je vous écoute. Oui, après on peut en débattre, on va dire, pendant un certain temps. De toute façon, mais je comprends aussi ce point de vue. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est sûr qu'effectivement, les patent trolls aux États-Unis peuvent être une difficulté. Ça, c'est sûr. Je propose de passer peut-être à une autre question. En Europe. Alors, il y avait une question sur est-ce qu'une IHM peut être protégée indépendamment du code? Alors, l'IHM, en fait, c'est une interface machine
En fait, il y a quelque part en fait, le droit d'auteur en fait, qui est associé, notamment si en fait, on arrive à montrer qu'il y a une certaine originalité par rapport à finalement cette IHM. Il ne faut pas juste que ce soit c'est-à-dire quelque chose de basique, qui est vraiment une originalité. Donc là, quelque part, on a du droit d'auteur en fait, par rapport à ça. Sur le US Patent Term Adjustment, que j'ai parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, j'ai mis, on va dire, le slide. Grosso modo, aux États-Unis, en fait, ils étendent un petit peu la durée de protection pour faire face au fait que l'examen a duré longtemps. Donc l'Office, en fait, pour compenser le fait qu'ils ont tardé un petit peu à travailler finalement, en fait, ils offrent souvent quelques jours supplémentaires, ça peut même aller jusqu'à un an, voire même un an et demi, d'adjustment en fait de l'excellence, la fin finalement en fait du brevet américain. Manuel, tu avais une question également? Faut que tu lèves la main. Ouais, merci. Excusez-moi, hein, je vais t'oublier de vous quitter dans quelques minutes, peut-être comme nous tous. Merci Adrien pour ta présentation, comme d'habitude, claire, fluide. Plusieurs trucs. Premier truc, je ne vais pas rentrer dans le débat de tout à l'heure, j'ai pas les compétences, mais heureusement que pour ma startup, j'ai pu avoir des brevets pour pouvoir avoir cette valeur ajoutée, sinon on serait mort. Donc c'est important, nous, dans une évaluation, d'avoir cela. Donc voilà. Deuxième point. Tu nous diras, pour être plus terre à terre, si tu le souhaites, quel est le procédé à parvenir te voir sur, par exemple, l'agence de protection pour le code. Est-ce qu'on fait un petit solo? Est-ce que tu as des conseils, toi, là-dessus, pour nous dire, lorsqu'on a une idée, et c'est brevetable avant de pouvoir le divulguer, enfin, à des personnes de confiance. Voilà. Et puis la troisième, c'est en cas de droit d'auteur. Si, par exemple, moi, j'ai un droit d'auteur et je suis employé d'une entreprise ou d'un secteur public, qui est le propriétaire, en fait? Est-ce que c'est celui-là qui code, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou alors est-ce que c'est vraiment l'entité dans laquelle il se trouve, sachant que c'est voilà, c'est peut-être pas facile à dire, mais peut-être que j'ai ma réponse aussi. Mais voilà, c'était pour mettre ça sur la table. Merci à vous. Merci Manuel pour tes questions. Alors, j'ai répondu déjà à la troisième sur l'histoire du droit d'auteur. Ça va vraiment dépendre du contrat en fait, qu'il va y avoir. Euh, dans certains cas, en fait, par exemple, en fait, pour quelqu'un qui est un informaticien, qui est dans une société, sur sa mission on va dire, de coder, voilà, normalement, il y a pas de. La rétribution, on va dire, le code informatique va appartenir à la société. Euh, le problème, c'est souvent un salarié en fait qui n'est pas sur lequel c'est pas sa mission et qui va finalement faire du code informatique et sur lequel il va peut-être falloir regarder un petit peu en détail et faire une clause, on va dire un avenant au contrat pour pouvoir effectivement s'assurer, on va dire qu'il y a que son code disons, appartient à la société. Pour répondre au côté, qu'est-ce qu'on fait, on va dire, pour déposer, pour déposer en premier, quand on a une invention, alors, bien sûr, on peut venir me voir pour que je vous explique. Il y a pas de souci. Moi, ce que je préconise, Ça, c'est de faire c'était Adrien, ça, c'était la petite passe la petite décisive. passe. Juste Ouais. ouais. Bien sûr, ce qu'on peut faire, en fait, ce que je préconise, c'est de faire un eurodatage régulier des données. En fait, ça peut être un cahier de laboratoire en fait, que vous eurodatez régulièrement. Une isolo, en fait, ça coûte 15 euros. Ça coûte pas très cher, on peut faire ça régulièrement. Le dépôt APP, je crois que ça coûte un peu plus cher s'il faut à la fois, on va dire, adhérer, on est associé à l'APP, à l'association et après on fait la version de dépôt. Sachant qu'il faut un gardiennage en plus. Après, on a aussi, nous, des solutions, on va dire, d'eurodatage de la blockchain qui, grosso modo, coûtent 1 euro. Alors, c'est juste un début de preuve, mais ça peut être intéressant pour effectivement bien eurodater, on va dire, les systèmes. Donc voilà, un petit peu pour répondre, je sais pas, j'ai répondu à la troisième. Merci Adrien. Et bonne journée à vous tous. Bonne journée. Pierre Châtelier à droite, pardon, qui a une question. Est-ce qu'un PDF créé par un logiciel avec des informations intelligemment agencées dessus peut faire l'objet d'un copyright?
C'est c'est une bonne question. Après, c'est toujours en fait, l'histoire du droit d'auteur en fait, qu'il peut y avoir sur un PDF agencé. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut montrer que c'est qu'il y a quand même une originalité, que ce soit quelqu'un qui a une intervention humaine. C'est un petit peu les différents éléments, on va dire, qui sont là pour pouvoir effectivement bien indiquer qu'il y a le droit d'auteur. Après, bon, toujours pareil, il faut vraiment mieux. Si vous voulez, on va dire, bien montrer, on va dire ça, il faut aussi que ce soit redaté pour que ce soit simple, pour qu'on puisse, on va dire, après, en cas de litige, trouver, on va dire, la pérennité, on va dire, de ce délai. Je vais revenir rapidement. Je crois qu'il y a une question. Patrick, oui, qui levait la main également. Ouais, bonjour à tous, merci pour la présentation super claire. Moi, je suis lead dev dans une structure et évidemment, j'intègre de l'IA, enfin, c'est devenu un collègue, l'IA. Bah, Et il y a des choses que je fabrique, il y a des choses qu'elle fabrique pour m'aider à aller plus vite. En termes de propriété intellectuelle, alors je suis capable de distinguer ce que je fais, mais ce qu'elle, elle m'apporte, comment je fais pour dire bah, ça, c'est plutôt de son ressort à elle ou c'est protégeable ou pas. Enfin, il y a un petit flou là-dessus que j'arrive pas à éclaircir. Merci beaucoup pour la réponse. sur le code informatique. Oui, sur le code informatique qui est généré avec un humain et une IA, finalement, tout se mélange. Après, l'IA, en fait, reste un outil, finalement. Un outil, en fait, que vous utilisez. Le fait, en fait, de mettre, on va dire, des briques, on va dire, de code informatique généré par l'IA dans votre code, si finalement, en fait, vous mettez les briques et après, vous réagencez l'ensemble pour que l'ensemble fonctionne, finalement, il n'y a pas de... Finalement, le code vous a... En fait, c'est vous qui avez ce droit d'auteur. Hein. Parce que Ouais, l'IA... ce qui est complètement différent d'utiliser, par exemple, Bolt pour générer toute une interface. Là, pour le coup, il y a quelque chose de complètement générique et d'impersonnel. Tout à fait. Ok. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, c'était super intéressant. Moi, je vous en prie. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on vous quitte et qu'on clôture du coup ce webinaire? A priori, non. Mais écoutez, merci à tous pour votre attention et d'être venus à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura plu. Puis on remercie beaucoup Adrien du coup pour cette présentation. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci, Au revoir, bonne journée.